Fait que l'impôt, le nerf de la guerre. Qu'est-ce que l'impôt? On va juste y aller bien basic, OK, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, parce que des fois, il y a des petites affaires que c'est pas clair. Là. La plus grosse dépense de votre vie, hein? Si vous ne le saviez pas, ben, je suis désolé de vous l'apprendre. Des fois, si vous avez besoin d'un pep talk, là, venez me voir, ça me fait plaisir. Tout là pour vous motiver, OK? Fait que l'impôt, c'est sûr que vous allez en payer toute votre vie. Malheureusement, je suis désolé. En gros, l'impôt, OK, pour faire ça bien simple, c'est un gros pot commun, OK, que tout le monde met son argent là-dedans. Les salariés, les entreprises, tout ça, tout le monde met son argent là-dedans. Puis, ça sert à faire en sorte que les routes sont tout le temps sur la grosse coche, bien asphaltées, tout le temps bien faites. Que le système de santé, tu n'attends jamais, puis tu as une expérience client incroyable quand tu vas là. Puis que le système d'éducation est à la fine pointe de la technologie. OK? Fait qu'on s'entend que l'impôt, il y en a qui vont pouvoir dire que le gouvernement, peut-être qu'il l'utilise d'une manière plus ou moins efficace notre argent. Je ne suis pas là pour faire un débat politique, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être être mieux dans bien des affaires. Fait qu'au Québec, c'est vrai qu'on en paye plus d'impôts? Oui, désolé, c'est vrai. Donc, c'est l'un des endroits dans le monde où les impôts et les taxes sont le plus élevés. Je suis désolé de vous l'apprendre, gang. Je m'excuse. Dans un système comme ça, il y a des gagnants puis il y a des perdants. Là, les images, ça vous donne quand même une bonne idée. D'après vous autres, c'est qui les gagnants? Les pauvres. C'est qui les perdants? Les riches. 120 piastres. 60 000, 35 000. Mais tu sais, à partir de quel moment tu n'as pas le droit de chialer après l'impôt, mettons? En bas de quel montant, toi, tu dirais au Québec, toi, tu n'as pas le droit de chialer après l'impôt parce que tu n'en payes pas assez. C'est quoi le montant? Si tu es une famille, ça dépend des facteurs. Si tu es une famille, tu peux pas chialer. Avec les retours que tu as du gouvernement. Si tu es une famille, tu peux pas chialer. Si tu es une personne à faible revenu, tu peux pas chialer parce que le filet social est très élevé. Puis si tu es une famille à faible revenu, là, tu peux quasiment pas chialer, OK? C'est faible revenu, c'est. Faible revenu, mettons, on va dire 30 000 et moins, mettons. Genre, tu sais, pour, mettons, quelqu'un qui travaille à temps plein puis tout ça, là, on va dire, OK? 30 000 et moins, tu peux pas chialer, OK? Vraiment, là, tu te fais donner des crédits, tu te fais donner des affaires. Le Québec, c'est le paradis fiscal des familles, OK? Fait que si vous avez des enfants, je veux dire, c'est la meilleure place au monde pour avoir des enfants au niveau fiscal puis tout ce que tu vas te faire donner, là, clairement, OK? Clairement. Fait que le Québec, là, il n'y a pas une place à la terre qui est mieux pour avoir des enfants que tout ce que tu as au niveau fiscal. Il peut... C'est dans le pour faire de l'argent pour faire des enfants. En plein ça. Fais 2 enfants, une garderie, mon homme. Fais-en 12 en ligne. Non, à long terme, ça vient te rattraper, là, OK? Mais au début, tu fais du cash, si tu es stratégique. C'est sûr, si tu achètes la poussette à 1200$, comme on parlait avec Bernie, puis tout le stock neuf, ça ne fera pas tant d'argent que ça, OK? Mais si tu es un peu stratégique, tu peux faire de l'argent, OK? Let's go! Let's go! On met notre fonds de pension, on fait notre fonds de pension à soir. Les perdants célibataires sans enfants, revenus élevés. OK? Fait que si tu es un mineur, travaille dans le Nord, 200 000 par année, ben merci pour les allocations que j'ai pour mes enfants. C'est bien aimable. C'est très gentil. Fait que quand tu gagnes beaucoup d'argent au Québec et tu es célibataire, c'est sûr que tu en payes pour les autres puis que tu en as moins pour ton argent. Ça, c'est officiel. Surtout si tu es un employé, mettons, puis tu sais que tu n'as pas d'incitatif, tu n'as pas vraiment d'avantage fiscal puis tout. C'est là que tu es le plus saigné. OK? Les fameuses braquettes. Ça, c'est important. Parce que il y a du monde qui sont mêlés un petit peu avec ça. Dans le sens que, au Québec, techniquement, si tu gagnes 15 000, tu payes 0 $ d'impôt. Fait que là, tu vas me dire, Fred, moi, quand j'étais étudiant, je gagnais moins de 15 000 puis je payais de l'impôt. Oui, tu en payais sur ta paye, mais tu le retrouvais tout à la fin de l'année quand tu faisais ton rapport d'impôt. OK? Parce que techniquement, tu ne payes pas d'impôt quand tu gagnes 15 000 et moins au Québec en année d'aujourd'hui. Quand tu commences à gagner plus, là, c'est là que tu commences à payer plus d'impôts. Fait que là, des fois, ce que ça amène, c'est que les gens vont dire, OK, Fred, ça, c'est le taux d'imposition, mettons, marginal, ici. Fait que là, le monde, des fois, ils vont dire, ben là, moi, Fred, je gagne 48 000 en ce moment. Puis, j'ai l'opportunité de faire de l'over. Puis là, on dirait que je suis comme pas sûr parce que là, je vais changer de braquette. Puis là, je vais payer plus d'impôts. Puis là, je me dis, Chris, ça vaut peut-être pas la peine. En passant, plus tu en gagnes brut, plus il t'en reste net. En partant. OK? Fait que ça va toujours valoir la peine de plus travailler,
même si tu vas te faire imposer, tu vas quand même en avoir plus net dans tes poches. OK? Première des choses, petit calcul simple. Deuxièmement, c'est pas tout ton revenu qui est imposé rendu à 57, à 30, 58, mettons, tu as gagné 10 000 de plus, c'est pas tout ton revenu qui est imposé. C'est juste ton 10 000 de plus que tu as gagné qui est imposé, mettons, à 27. Ce 1 000-là, il est imposé à 31. Ce 1 000-là, il est imposé à 32. Et ainsi de suite. Fait que c'est pas tout ton revenu qui est plus imposé à 37 tu comprends? Fait que si tu regardes ton taux effectif, 48 000, tu es à 18. 58 000, tu es à 20. Donc, tu payes 2 d'impôt de plus sur tout ton revenu au final. Ça équivaut à ça. OK? Fait que c'est pas, tu ne te feras pas manger en impôt. J'ai juste ton 10 000 de, oups, c'est juste ton 10 000 de plus qui va être plus imposé. OK? Es-tu clair pour ça? Non. Non? Non, tu m'as perdu un peu avec les derniers. Peux-tu expliquer la différence entre le marginal et l'effectif, Ouais. s'il te plaît? Le taux effectif, c'est ce que tu payes sur ton revenu total. OK, c'est bon. C'est l'accumulation de tous les marginaux par braquette de 10 000 $. That's it, mon homme. En plein ça, exactement. Puis l'effectif, c'est juste le dollar supplémentaire que tu gagnes est imposé à ça. OK? Fait que quand tu gagnes 200 000 puis tu es à 50 c'est pas tout ton revenu qui est 50, mais tout le revenu supplémentaire, lui, il est à 50. Il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas combien Ben oui. de monde dit Ben oui. tu payes 50 d'impôt. Ben oui. Puis c'est pour ça que je le dis là. Parce que ça, à toutes les fois que je rencontre quelqu'un, 9 fois sur 10, il ne comprend pas ça. Puis c'est pour ça que je le mentionne. Puis l'autre affaire, des fois, c'est que une autre personne qui va dire ah, mais frère, si je te le dis, moi, je check ma paye, là, je gagne 70 000 par année, puis c'est 50 qui part. Là. C'est ça. Ouais, mais c'est pas juste de l'impôt. Si tu travailles au gouvernement ou que tu es pompier ou tu es dans la police, il y a une tonne de. Il y a une shitload d'affaires que tu payes qui n'est pas de l'impôt, mais que si tu étais travailleur autonome, il faudrait que tu places de l'argent, il faudrait que tu te payes des assurances, ça, ça. Fait que, tu sais, je veux dire, il faudrait que tu le fasses toi-même. Oui, tu aurais plus de net, mais il faudrait que tu le fasses toi-même. Tu recommandes-tu en faire enlever supplémentaire? Non, parce que tu donnes l'argent tout de suite au gouvernement qui ne te rapporte pas. Donc, tu es mieux de la placer à la place toi-même. Fait qu'à moins que quelqu'un n'aurait aucune discipline puis voudrait un retour d'impôt, ben OK. Mais sinon, t'es mieux de la placer toi-même parce qu'elle ne te rapporte pas pendant 1 an. C'est bon? Bonne question. Si tu dis, je paye pas d'impôt, je paye tout l'argent que tu me donnes, je l'investis, puis à la fin de l'année, je le donne. Tu peux pas le faire en tant qu'employé, mais un travailleur autonome pourrait faire ça. Mettons. Par contre, il faut que tu vas avoir des acomptes provisionnels. Mais tes acomptes provisionnels, tu vas avoir une pénalité à payer à la fin, puis souvent, la pénalité va être plus grosse que ce que tu aurais peut-être fait en rendement, mais au moins, tu as quand même un contrôle pareil quand tu es travailleur autonome. Ce qui est ma prochaine slide. Fait on en a parlé tantôt au niveau un peu les avantages de chacun, là. Mais fiscalement parlant, OK, un employé, c'est que tu n'as pas beaucoup de déductions que tu peux faire. On est d'accord? C'est très restreint, OK? Donc, tu ne peux pas déduire beaucoup de choses, puis tu as beaucoup de critères à respecter. Quand tu es travailleur autonome, tu as plus de déductions que tu peux faire. L'impôt est prélevé à la source. Comme on vient de dire avec Stéphane, tu n'as pas le choix. C'est ça, c'est ça. Travailleur autonome, tu as des acomptes provisionnels où tu peux décider de les payer ou pas. Si tu ne les payes pas, à la fin, tu as une pénalité, mais tu as eu le contrôle sur l'argent toute l'année. Par contre, il ne faut pas que tu sois comme certaines influenceuses qui pensaient que l'impôt, ça n'existe pas. OK? Il faut que tu gardes le montant pour le payer à la fin de l'année. Il va falloir que tu payes à un moment donné. OK? L'employé, ben, tu payes la moitié des charges sociales, la RRQ, toutes ces affaires-là. Travailleur autonome, tu payes la totalité. Fait que quand tu es employé, ton employeur, c'est comme s'il cotise directement un fonds de pension qui est la RRQ, qui est le régime public. Ben, ta partie d'employé est payée par ton employeur. Fait que, tu sais, tandis que quand tu es travailleur autonome, tu payes tout. Tu assumes au complet. Employé, tu as des protections, genre tu as le chômage, tout ça. Travailleur autonome, tu n'as pratiquement pas de protection. Si tu fais faillite, je veux dire, tu n'as pas rien, tu n'as pas de recours. C'est comme il faut que tu te revires de bord, puis that's it. Ça va? Maintenant, on en a parlé un petit peu aussi tantôt, revenu d'intérêt versus gain en capital. OK? Donc, le fameux CPG lié au marché qu'on disait qui a coûté cher d'impôts, c'est à cause de ça. Encore une fois, 100 000, une autre vieille tante qui est décédée. Chanceux. Fait que là, dans 10 ans, OK, tu as fait un gain de 100 000. Tu es rendu à 200 000 de placer, OK? Mais ton gain, on va dire, c'était de l'intérêt simple. Tu faisais 10 sur 100 000 $ tout le temps. Fait qu'à chaque année, il a fallu que tu payes de l'impôt sur ton 10 000.
Mettons que ton taux d'imposition, c'est 50 bien, ça va être l'équivalent dans 10 ans que tu vas avoir payé 50 000 d'impôts sur ton 100 000 de gain. Ça va? Parce que c'est du revenu d'intérêt. Si c'est dans du CELI ou du REER, ça n'affecte pas. On s'entend? Je parle juste si tu es dans un placement qui a de l'impôt. Un véhicule qui a de l'impôt. Gain en capital. Tu as 100 000, dans 10 ans, tu as 200 000, tu as fait 100 000 de gain. Par contre, ce qui est imposable, c'est 50 du gain. Donc, c'est 50 000 qui est imposable au moment où tu réalises le gain. Fait que si tu ne le réalises pas, tu ne payes pas d'impôt. Tout de suite, tu peux continuer de faire travailler l'argent. Donc, dans cet exemple-là, tu as un taux d'impôt à 50 tu vas payer 25 000 d'impôt. Fait que tu payes 2 fois moins d'impôt quand tu es en gain en capital. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la journée où vous avez des comptes que l'impôt rentre dedans, votre structure, il faut qu'elle soit efficace dans vos placements, dans vos portefeuilles, parce que là, si tu as juste du revenu d'intérêt parce que tu aurais des CPG, mettons, puis c'est full imposé, bien, tu payes de l'impôt complètement inutilement. Puis c'est là que ça, là, mettons, un bon comptable que tu as choisi, là, à chaque année, il va juste s'assurer que tout est beau, ou un bon plan de fin qui va checker tes placements pour être sûr que tu ne payes pas de l'impôt inutilement si ça ne te tente pas de tout penser à ça toi-même. Fait que c'est là que s'entourer d'une bonne personne, ça peut vraiment, vraiment te sauver, ou d'avoir un conseiller à pourcentage qui est bon pourrait aussi t'aider, mais il va te coûter plus cher que de le payer en horaire. OK? Mais d'avoir un conseiller, vraiment, là, c'est là que ça va vraiment t'aider. Tout ce qui est fiscalité, ça va t'aider. Mais gain en capital, c'est sur l'immobilier, ça? Non, tes actions. Tes actions. Quand tu achètes tes actions, tu les as achetées 100$, ils valent 200$, tu as un gain de 100$ par action. Il va être Dans un compte non enregistré. Dans un compte non enregistré. Il va être imposé au retrait à la réalisation de ce gain. Exactement. C'est le CELI, non. Non. Bon, exactement. CELI REER, ça n'affecte pas, on y touche au véhicule tantôt de placement. Tout le monde place dans des CELI, dans le fond. Comment? Tout le monde place les actions dans des CELI. Oui, bien pas tout le monde. Des fois, il y en a qui ont des actions, qui ont, mettons, du revenu d'intérêt dans des comptes non enregistrés, puis que la fiscalité est tout croche. Quand tu transfères un compte de 2-3 millions, là, je t'en avais déjà parlé, là, c'est genre, mettons, là, souvent, c'est à cause de la fiscalité, là, parce que là, tu es comme, man, tu payes X montant d'impôt, puis ton conseiller, il n'a pas vu ça. C'est comme, c'est à la base. Fait que là, il est comme, Chris, t'as bien raison, puis là, ben, finalement, il transfère à cause de ça. Ouais. Autre question, Fred, tu disais, là, le gain en capital va être imposable à 50 au moment du retrait. Dans ton exemple, à toi, ça faisait 25 000 $ d'impôt pour un gain en capital de 100 000 $. Dans l'autre scénario d'à côté, on parlait du revenu d'intérêt. Lui, il est imposable 100 dès l'année 1. 100 dès le, Ça s'ajoute à tes revenus. la réalisation de ces intérêts. C'est parce que c'est considéré comme du revenu. Ouais, c'est ça. Fait que ça s'ajoute à tes revenus. C'est pour ça que c'est imposable à 100 C'est comme des revenus de loyer, c'est la même affaire. C'est le même principe. Fait que quand tu as des revenus de plus, ça s'ajoute sur ta paye. Direct. Fait que si tu as gagné 150 000 cette année-là, ben, tu vas être imposé sur 160 à cause du 10 000 de plus. Mais ma question, c'était, toi, tu faisais à peu près 5 000 $ d'intérêt par... 10 000 par année. 10 000 d'intérêt par année, mais tu payais le 5 000 Tout de suite l'année 1. tout de suite l'année 1. OK, c'est bon. À chaque année, tu le payes. Fait que tu peux même pas le retarder, tu comprends? Fait que c'est ça qui est poche, avec du revenu d'intérêt. Le gain d'un capital, c'est ça, quand tu... Tant que tu les touches pas, tu peux le reporter autant que tu veux. Exact. Ça va? Je suis tout en train de vous dire ce qui est le plus important au niveau de l'impôt, parce qu'on s'entend, je pourrais faire une formation sur l'impôt de 30 heures. OK? On s'entend, là. Fait que je suis juste vraiment pour vous dire ce qui est le plus important, puis ce que vous, en tant que, on va dire, commun des mortels, classique dossier, mettons, pas trop compliqué, vous allez avoir à savoir, c'est pas mal ça. OK? Après ça, si vous avez besoin d'aller plus loin, ben, je vais éventuellement avoir d'autres formations, mais aussi il va y avoir des professionnels qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner. La fiscalité, c'est dur d'être à jour tout le temps, fait que c'est important d'être bien entouré. C'est pour ça que je mets vraiment l'emphase sur comment trouver les bonnes personnes, puis tantôt, je vais vous le montrer. OK? L'exonération d'impôt pour résidence principale. OK? Fait que quand tu achètes une maison, ta maison, OK, elle vaut 300 000, tu la revends 500 000 plus tard. Tu ne payes jamais d'impôt sur ta résidence principale, sur le gain que tu as fait. Tu sommes de payer ici, 200 000 de cash. En plein ça, exact. Tu n'as aucun impôt jamais quand c'est une résidence principale. Fait que quand tu achètes une maison, tu ne payes pas d'impôt. Par contre, je m'en viens, Kim, tu as un document à remplir quand même quand tu vends ta maison, même si tu ne payes pas d'impôt, il faut quand même que tu payes, que tu remplisses un document pour dire que tu as vendu ta maison. Ça fait pas longtemps. Mais le gouvernement, à cette heure, justement, il a peut-être eu de l'abus un peu, fait qu'ils veulent savoir c'est quoi ton adresse que tu as vendue, puis tout, c'est plus facile à suivre. Fait que ça, il faut que tu le remplisses, c'est obligé. Puis, je sais pas si c'était là que tu t'en allais, Kim,
Attention si vous avez plusieurs résidences. Si tu as une maison, tu as un chalet, il y en a juste une qui peut être résidence principale. Fait que si tu as eu les deux pendant 10 ans, tu peux juste choisir une comme résidence principale. Fait que là, mettons, exemple, ton chalet, il aurait vraiment pris beaucoup de valeur, plus que ta maison. Tu pourrais le déclarer comme résidence principale sous certains critères, être sûr que tu es... C'est ça, il faut que tu aies des critères, mais mettons que tu es capable de remplir les critères, tu pourrais choisir ça comme résidence principale, puis là, ben, être moins imposé, mais là, ta maison, ce serait elle qui deviendrait résidence secondaire, puis là, ben, quand tu la vendrais plus tard, ben, là, tu paierais de l'impôt là-dessus. Fait que c'est une résidence par année qui peut être considérée comme résidence principale, puis ça, je veux juste que vous reteniez, si tu as plusieurs résidences, la journée que tu décides de vendre, pogne-toi un comptable ou un plan de film, puis fais-toi checker ça pour être sûr qu'il te fasse le calcul comme il faut. Si le 200$ d'honoraire, tu vas le rentabiliser vraiment beaucoup. Vraiment. OK? Fait que ça, là, c'est vraiment, tu niaises pas avec ça, puis tu vas le faire le calcul par un pro, il va te le faire. Mettons que tu as mis ton chalet non à ta blonde. Ouais. Tu considérais. C'est la famille. C'est ensemble. C'est à moins que, tu sais, il faudrait que tu dises que vous n'habitez pas ensemble puis vous êtes deux célibataires, mettons, mais si tu te fais pincer, ça ne marchera pas. OK? Ouais. Est-ce que c'est la même règle fiscale si ta demande principale est un texte? Non. Non, parce que c'est pas une résidence principale, c'est un immeuble à revenus. Ça va par pourcentage de Tu habites dedans? Ouais, mais. Ça va par pourcentage d'habitation. Ouais, c'est ça. 50%. C'est ça. Mais c'est. Dans ces cas-là, deuxièmement, est-ce que la nouvelle règle de Trudeau entre en jeu par rapport à l'imposition sur le capital de gain si ta résidence tu la vends et que 250 pièces c'est la vente à 16 66 Ouais. Mais là, dans le fond, c'est là, ouais, ce que tu dis là, c'est bon. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus parce que là, ce que je vous dis là, c'est les chiffres aujourd'hui, mais à partir de juin, dans le nouveau budget, les gains à capital qui sont plus que 250 000, ce qui ne sera pas le cas pour la majorité des gens au début, ici, mettons, ça va être 66 %. Fait qu'au lieu de 50 % du gain, c'est 66 % du gain qui est imposé. Exact. C'est ça. Tu fais 500 000, C'est ça. il y a 250 000 qui restent pas. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est pas une gain, mais c'est quand même. Non, exactement. Mais c'est ça. Fait que c'est comme. Ils ont augmenté l'impôt sur le gain en capital, mais la base, mettons, pour la plupart des gens, reste quand même ce que je viens de dire là, qui est 50 % du gain qui va être imposable. Qui s'applique seulement sur les résidences unifamiliales. Non, les résidences, tout ce que tu as externe qui est assumé de l'impôt, les actions, puis tout, c'est ça. C'est-à-dire, mettons, la résidence principale, il faut que ça soit unifamiliale, ça peut pas être dans Ouais, non, c'est ça, exact. C'est ça. Ouais. Les valeurs d'entreprise en tant compte dans cette nouvelle loi-là aussi. J'imagine que toutes les PME, c'est le même principe. Oui, sauf que dans les PME, tu as plein d'affaires que tu peux avoir surtout dans le domaine agricole, puis tout, là, tu as des affaires que tu peux. Ton premier million à peu près, tu es capable de l'avoir pas d'impôt, puis tout. Puis c'est juste là, après. Fait qu'encore une fois, d'avoir des comptables, des fiscalistes autour de vous autres, là, si vous êtes en business, puis vous avez une ferme, tout ça, c'est clairement que entourez-vous des bonnes personnes parce qu'il va y avoir des stratégies à faire vraiment, là, vraiment, vraiment, avec ça. Puis il y a plein de stratégies fiscales là, à côté. Puis plus vous avez un dossier compliqué comme une ferme, ça en est un, plus il y a d'argent à aller chercher si vous avez les bonnes personnes autour de vous autres. Vraiment. Vraiment. Ça va? Good. Ça, je vais faire. Écoute, ça, je vais skipper. Je vais y aller très vite, OK? Parce que là, je veux être sûr de rentrer dans le temps. Là. Ça, c'est les documents les plus importants, OK? Au niveau de l'impôt. Fait que c'est pas compliqué, là. Quand vous checkez vos finances, là. Rapport d'impôt des années d'avant, T4 relevé 1 puis avis de cotisation. Tu donnes ça à n'importe quel professionnel, là, Asti qui va être content. OK? Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il y a tout ce que tu as besoin. C'est tout là-dedans. Puis ça, les autres, c'est plus des choses à savoir pour votre déclaration de revenus. Mais je passe vite là-dessus, OK? Après ça, les crédits d'impôt puis les déductions, ça, petite mention ici, là, c'est important parce que des fois, les gens mélangent ça. Une déduction, ça réduit le montant du revenu imposable. Fait que si tu gagnes 70 000, tu as une déduction de 10 000, ton revenu imposable va être 60 000. Quand tu as un crédit d'impôt, ça réduit l'impôt à payer. Fait que si tu avais 3 000 d'impôt à payer, puis tu as un crédit de 3 000, tu vas payer 0 d'impôt. OK? C'est ça la différence. Parce que des fois, les gens ils mélangent ça. Une déduction, ça réduit ton revenu, puis le crédit, ça réduit l'impôt à payer. On fait souvent une distinction. Quand c'est déductible d'impôt, c'est la première option en haut, ça veut dire que ça va réduire ton revenu imposable. En plein ça. C'est en plein ça.
Après ça, tu as des crédits non remboursables. Là, il y a plus de 400 crédits et déductions. On ne les fera pas tous après-midi, promis. Puis un bon CPA, encore une fois, va vous permettre d'optimiser votre situation au maximum. OK? Les CPA, là, comptables professionnels agréés, je vous le dis, ne cheapez pas là-dessus. C'est comme dans tout, il y en a des bons, des moins bons. Là, mais généralement, quand il y a le titre CPA, c'est parce qu'il y a quand même une coche qu'il a faite, il est bon. OK? Fait que CPA, ça peut vraiment vous aider. Puis après ça, c'est les principaux crédits. OK? Fait que TPS, TVH, ça, c'est personnes à faible revenu. Quand tu fais des dons, tu peux avoir des affaires. Frais de déménagement, certains critères, tu peux avoir aussi des crédits par rapport à ça. Frais médicaux, allocation canadienne pour enfants, frais de garde d'enfants, crédit pour frais de scolarité, puis les intérêts sur les prêts étudiants, tu peux avoir des crédits aussi avec ça. Donc, tout ça ici, ça peut vous amener un avantage fiscal quelconque. Puis je le passe vite vite. Tu veux le prendre en photo? Vas-y, c'est beau, pas de trouble. Ouais. Comment? Ouais, un 4 roues? Ouais, tu peux. Si tu l'utilises pour la business, tu peux. T'as parlé avec Émile? OK. Je vais... Tu serais riche, hein? T'aurais sauvé de l'impôt en esti. OK, je vais vous lire un petit article. OK, c'est une histoire. Puis ça a été écrit dans les années 90. OK? Mais j'aurais pu le refaire à ma sauce, mais je trouvais ça. Il est tellement parfait que je suis comme. Je veux pas y toucher, c'est comme juste trop parfait. Fait que je vais vous le lire, OK, directement. Donc, ça va comme suit. Supposons que tous les jours, 10 hommes se retrouvent pour boire une bière et que l'addition se monte à 50 $, normalement 5 $ chacun. Mettons que tu t'en vas avec tes chums, tu vas te splitter le bill à 10. S'ils payaient à la note de la façon qu'on paie les impôts selon les revenus de chacun, on aurait l'exemple suivant. Les 4 premiers, les plus pauvres, paieraient rien. 0. Le 5e paierait 50 cents. Le 6e, 1,50. Le 7e, 3,50. Le 8e, 6. Le 9e, 9. Puis le dernier, le plus riche, paierait 29,50 à lui tout seul pour la bière. On me suit? On arrive à 5 ans. Ils décidèrent de procéder comme décrit. Les 10 hommes se retrouvèrent chaque jour pour boire leur bière et semblèrent assez contents de leur arrangement. Jusqu'au jour où le tenancier du bar les plaça devant un dilemme. Comme vous êtes des bons clients, dit-il, j'ai décidé de vous faire une remise de 10 $. Vous ne paierez donc que vos 10 bières 40 $. Le groupe décida de continuer à payer la nouvelle somme de la même façon. Les 4 premiers continuèrent à boire gratuitement. Mais comment les 6 autres, les clients payants, allaient-ils diviser les 10 % de remise de façon équitable? Ils réalisèrent que 10 $ divisé par 6 faisait 1,66 $. Mais s'ils soustraillaient cette somme de leur partage, alors le 5e et le 6e allaient être payés pour boire leur bière. Parce que c'est ça qu'ils payaient moins que ça avant. Donc, le tenancier suggéra qu'il serait plus judicieux de réduire l'addition de chacun selon le même barème et fit donc les calculs. Alors, le 5e homme, comme les 4 premiers, ne paiera plus rien, un pauvre de plus. Gratis aussi. Le 6e paya 1 piastre au lieu de 1,50 $, 33 % de réduction. Le 7e, 28 % de réduction. Le 8e, 25 % de réduction. Le 9e, 7,50 au lieu de 9, 17 % de réduction. Et le 10e, 24,50 au lieu de 29,50, 16 % de réduction. On arrive bien à un total de 40 $. Chacun des 6 clients payants paya moins qu'avant et les 4 premiers continuèrent à boire gratuitement. Mais une fois hors du bar, chacun compara son économie. J'ai seulement eu 50 cents sur les 10 $ de remise, dit le 6e. Et il ajouta, montrant du doigt le 10e, le plus riche. Lui, il a eu 5 $. C'est vrai, s'exclama le 7e. Pourquoi il aurait eu 5 $ de rabais alors que moi, je n'ai eu que 1 $? Le plus riche a eu la plus grosse réduction. Attendez une minute, cria le premier homme. Nous 4 n'avons rien eu du tout. Le système exploite les pauvres. Les 9 hommes cernèrent le 10e et l'insultèrent. Le jour suivant, le 10e homme ne vint pas. Les 9 autres s'assirent et burent leur bière sans lui. Mais quand vint le moment de payer, ils découvrirent quelque chose d'important. Ils n'avaient pas assez d'argent pour payer ne serait-ce que la moitié de l'addition. Et cela est le reflet de notre système d'imposition. Les gens qui paient le plus d'impôts tirent le plus de bénéfices d'une réduction de taxes, et c'est vrai, ils resteront plus riches. Mais si vous les taxez encore plus fort et les condamnez à cause de leur richesse, ils risquent de ne plus se montrer. Pour ceux qui ont compris, aucune explication n'est nécessaire.
Pour ceux qui n'ont pas compris, aucune explication n'est possible. Drop the mic. Solide, hein? C'est bon, hein? Fait que ça, man, c'est comme... Première fois que j'ai lu ça, je suis comme... Shit! Là, c'est tellement in your face. Mais genre, c'est carrément ça. Puis je veux juste tirer une petite parenthèse là-dessus. C'est ça que je trouve poche parce que, tu sais, le monde, ils sont comment les riches. On parlait de mindset au début, mais Chris, les riches, souvent, là, la réalité, c'est que c'est du monde qui ont pris plus de risques, qui ont payé un prix plus élevé, qui ont travaillé plus. Il y en a des trous de cul, OK? Mais des pauvres, des classes moyennes, il y en a des trous de cul aussi, je vous le dis, OK? Puis les riches, souvent, ils ont juste payé un prix que bien du monde n'ont pas payé. Puis c'est pour ça qu'ils ont une situation financière que bien du monde n'ont pas. That's it. OK? That's it. Fait que c'est comme de condamner les riches qui créent des entreprises, des emplois, puis qu'en plus, à cause de ça, c'est eux autres qui vont fournir le plus d'impôts au gouvernement à cause que toutes les entreprises qui ont créé, puis le plus de valeur dans la société à cause des produits, puis blablabla. Genre, c'est comme, pourquoi tu cries après le riche quand c'est comme lui dans la société qui contribue le plus? Tu comprends-tu? C'est comme ça fait pas de sens. Fait que moi, ça, cet article-là, c'est comme, je trouvais ça parfait parce que ça illustre comment, à quel point, justement, les gens, des fois, même avec des plus faibles revenus qui chialent contre les riches, c'est comme, man, tu fais quoi? Toi, tu fais juste profiter du système puis tu bois ta bière gratis, esti, man. Pendant que le riche, lui, il paye la plus grosse partie, genre, puis qui, tu sais, tu comprends? Fait que l'histoire résume vraiment tout ça, puis je trouve ça vraiment très pertinent.